constate qu'à un moment, on a des présomptions et que les seules présomptions qu'on a, elles sont de culpabilité. Et qu'on s'engouffre dans la brèche, on ne s'encombre pas de formalités. Et on va, mais toujours en respectant la présomption d'innocence, qu'on soit d'accord. On va vous suspendre, on va vous interdire d'exercice, on va vous ruiner financièrement, on va vous jeter finalement en pâture à l'opinion publique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez, vous êtes notaire, professionnel reconnu et du jour au lendemain, on vous accuse. Vous n'êtes pas jugé, pas condamné, mais pourtant vous êtes suspendu, interdit d'exercer sans limite de durée. Bonjour Jean-Marie Chovac. Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour à Maître Fabrice Divisio. Bonjour. Mis en examen en octobre 2020 pour abus de faiblesse et faux, vous m'arrêtez si je me trompe, interdiction professionnelle levée puis resuspendue en février 2021. Depuis, la suspension est toujours active. Sans jugement définitif, la Cour de cassation a confirmé la suspension en mars 2023. C'est bien ça ? C'est bien cela. Fabrice, on a l'impression que la présomption d'innocence est absente dans ce dossier. Si vous voulez, le problème de la présomption d'innocence, c'est que c'est des jolis mots, tout ça, mais qui ne veulent absolument plus rien dire en France. Elle ne veut rien dire sur le plan médiatique, elle ne veut rien dire sur le plan judiciaire, elle ne veut plus rien dire sur le plan politique. Et à la fin de la fin, la vérité, c'est que dans un dossier comme celui-là, pour le coup que je connais, puisque je suis en charge du dossier, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on constate finalement ? On constate qu'à un moment, on a des présomptions et que les seules présomptions qu'on a, elles sont de culpabilité. Et qu'on s'engouffre dans la brèche, on ne s'encombre pas de formalités. Et on va, mais toujours en respectant la présomption d'innocence, qu'on soit d'accord. On va vous suspendre, on va vous interdire d'exercice, on va vous ruiner financièrement, on va vous jeter finalement en pâture à l'opinion publique. Mais vous savez ce qu'il y a dans le dossier, vous ? Non. Parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. Et donc le problème, c'est qu'en réalité, ce dossier, pour l'instant, est vide. On n'a rien, mais on a une présomption. Et la présomption, elle n'est pas d'innocence. Et que le but, il est juste, en fait... la justice ne fonctionne jamais aussi mal que quand elle cherche à faire des exemples. Et ici, comme dans beaucoup de dossiers, on est sur un exemple. Alors, pour qu'on revienne un peu sur les faits, Jean-Marie Chovac, racontez-nous un peu ce qu'on vous reproche. Racontez-nous le moment où vous avez appris votre suspension. Alors, on est effectivement, comme vous le disiez, le 8 octobre 2020. Oui. Je subis une perquisition. On me notifie ma garde à vue. Je ne sais pas l'objet de la garde à vue. Il y a une perquisition chez moi. Et puis, dans les deux offices dont moi et mes associés avons la charge, je comprends à peu près ce dont il est question parce qu'il y a une copie d'acte qui est réclamée, une vente qu'effectivement j'ai passée quelques années auparavant. Et ça s'arrête là. Je reviens à Saint-Brieuc, j'apprends le soir que le procureur de l'époque demande le prolongement de ma garde à vue. Le lendemain, je suis interrogé, on me pose des questions auxquelles je réponds, mais j'ai tous les justificatifs, voilà, et on me dit, mais de toute manière, tous vos justificatifs, ce seront des faux, donc ça ne sert à rien de nous les soumettre. Et je suis présenté devant la juge d'instruction le soir même, qui me annonce effectivement mise en examen pour faux en écriture publique, qui est une infraction très grave pour le notaire que je suis, et puis de surcroît, abus de faiblesse et falsification de signature. On demande de surcroît, elle demande, en accord avec le procureur, ma détention. Et je dois finalement ma liberté à l'époque au juge des libertés et détention qui constate que les gendarmes n'ont pas fait leur métier, si je puis dire. C'est-à-dire que, au-delà de ce que je qualifierais d'une enquête à charge, le faux en écriture publique, il peut prendre plein de formes. Dans mon cas, c'était l'inexistence d'une écriture comptable. Et étonnamment, les gendarmes ne vont pas voir dans votre comptabilité. Parce qu'on n'a pas envie de savoir si effectivement il y a ou pas cette écriture qui pourrait qualifier l'infraction. Alors, ça fait maintenant plus de 3 ans que vous êtes privé de votre métier. De quoi est-ce que vous vivez aujourd'hui ? Eh bien, je vis... Alors, effectivement, je n'ai plus aucun revenu de par la suspension et par ailleurs du
du fait aussi des décisions prises par mes associés qui ont décidé depuis maintenant 4 ans consécutifs de mettre systématiquement le petit morceau de bénéfice auquel j'aurai le droit. Donc je n'ai plus aucun revenu depuis 4 ans et demi. Et je vis grâce... ma compagne travaille et on vit sur un salaire. Voilà, mais en vérité, c'est que du jour au lendemain, vous ne pouvez plus payer l'éducation de vos enfants, vous ne pouvez plus faire face à vos charges, vos cotisations de retraite, les cotisations d'URSSAF qu'on vous continue à vous demander. Je n'avais qu'un emprunt, mais c'était déjà trop puisque vous ne pouvez plus rembourser votre emprunt et donc un petit appartement pour la défiscalisation il y a des années qui est saisi. Ma voiture que je louais est saisie, enfin je ne peux plus rembourser, donc on vient aussi la chercher. Ouais. Tout s'arrête. Tout s'arrête financièrement, tout s'arrête socialement, parce que, peut-être qu'on va en reparler, lors d'une audience, vous avez le procureur qui demande à des journalistes d'être présents, histoire de recracher les mensonges qu'il assène. Donc socialement, tout le monde vous tourne le dos. Bon, c'est évidemment une situation difficile à vivre, je ne cache pas. Fabrice Divisio, on peut aujourd'hui priver un homme de son métier sans qu'il n'y ait eu aucun jugement? C'est-à-dire, on parlait de présomption d'innocence tout à l'heure. Là, on a l'impression que Jean-Marie Chauvac est présumé coupable. Vous savez, on peut mettre des gens en prison sans jugement. Et que c'est souvent, il l'a dit, c'est-à-dire qu'on est parti au départ, un juge d'instruction qui est parti au départ pour le mettre en détention, qui a demandé une mise en détention, pour le coup. C'est quand même pas rien. Et un juge des libertés qui a dû dire non. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années encore, maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, à une époque où le juge d'instruction avait le pouvoir de vous mettre en prison et sans qu'effectivement ça passe entre les mains du juge des libertés, Jean-Marie Chauvac aurait été en prison. C'est ça que ça veut dire quand même. Ça veut dire que vous savez que de long en long, au fur et à mesure des affaires, on pense à Outreau, on pense à toutes ces grandes affaires qui ont émaillé la société, on a toujours cette problématique du juge d'instruction. Alors le juge d'instruction, il n'a plus le pouvoir de vous mettre en prison, mais il a un autre pouvoir aujourd'hui. Et il l'exerce, j'ai envie de dire, de manière radicale. C'est celui de vous priver de votre métier, celui d'imposer un cautionnement colossal, celui, au fond, de vous priver socialement. Et encore ici, on peut se réjouir parce qu'il a le droit de circuler librement en France. Mais moi, j'ai des dossiers dans lesquels ils sont assignés à résidence sur un département. Ça pose une difficulté, en fait. Ça pose 2 difficultés. La première, qui est celle de la toute-puissance du juge d'instruction, qui, certes, exerce sous contrôle de la chambre de l'instruction, mais une fois que la décision est prise, il y a un élément que Jean-Marc Chauvac n'a pas dit, mais qui est intéressant, c'est qu'il n'a même plus le droit, au départ, de voir sa compagne. Excusez-moi, Fabrice Divisio, mais comment ces décisions sont justifiées par la justice ? Ah, mais je crois que vous ne comprenez pas qu'elles n'ont pas à être justifiées. C'est-à-dire qu'elles sont toujours justifiées par des indices, par des soupçons, par des éléments. Et peu importe, au fond, la véracité de ces derniers, ce qui importe, c'est que la justice exerce un moyen de pression à quelqu'un comme Jean-Marie Chauvac est dangereux. Il faut bien que vous compreniez. Il est, aux yeux de la justice, dangereux. Pourquoi ? On ne sait pas, mais il est dangereux. Acte 1. Acte 2, il est tellement dangereux que finalement, il n'avait même plus le droit, au départ, écoutez bien, de vivre avec sa compagne. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez jusqu'où on va. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu un appel devant la chambre de l'instruction, laquelle a dit non, là pour le coup vous allez un peu loin, il faut rétablir le lien familial. Mais en attendant, ce lien familial, il a quand même été détruit. Il n'a plus eu le droit de vivre chez lui. C'est ça que ça veut dire. Et à la fin, il vous a dit quelque chose d'intéressant. Il vous a dit, mais à l'audience, vous avez un procureur qui assène ses vérités à la presse, il convoque la presse. Oui, mais il y a un moment donné où vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a ce problème du secret de l'instruction, qui n'est toujours, et vous le voyez bien dans les dossiers, au fur et à mesure que la société avance. Il y a un secret pour le prévenu, qui lui n'a jamais le droit de rien dire, mais par contre, il y a une totale transparence et nécessaire transparence pour l'accusation qui ne se prive pas d'aller jeter un homme, finalement, dans les ronces, qu'il allait jeter un homme en pâture sur la place publique, au risque de détruire sa réputation.
Alors, ça paraît totalement surréaliste parce que on a tous en tête des affaires dans lesquelles des personnes qui ont commis des agressions physiques sur d'autres se retrouvent à un moment donné ne sont pas enfermés en attente de leur jugement et sont remis en liberté en attente de leur jugement. Donc, on a du mal à comprendre comment dans une telle affaire, on peut proposer de mettre de la prison ferme à M. Chauvac. Ça, c'est le lot commun de la justice française. Si vous voulez, tout le monde parle des grandes affaires médiatiques, passant de Outreau, là, en ce moment, évidemment, sans commune mesure, avec ce qui se passe avec le petit Émile. Bien sûr. Mais toutes ces affaires qui font la une de l'actualité et sur laquelles tout le monde s'émeut, mais il faut voir la justice du quotidien. La justice du quotidien, elle est terrible, en fait. Badinter disait la justice française ne doit plus être une justice qui tue. Mais ça fait bien longtemps que la justice continue de tuer. Un Jean-Marie Chauvac, on le tue socialement. C'est pas anodin si le procureur de la République convoque la presse. Pourquoi il le fait? Dans un but de mise à mort sociale. C'est ça l'idée, en fait. Pourquoi le juge d'instruction le prive finalement de ses droits à même avoir sa compagne? Mais tout simplement parce que là, c'est une mise à mort familiale, psychologique. Il y a ces moyens de pression. Et alors, je vous garantis que par ailleurs, à la fin de la fin, par exemple, une grosse partie des charges a été levée. Est-ce que ça empêche quelqu'un de continuer à pérorer? Et est-ce que ça empêche quelqu'un de continuer à dire que celui-ci est déjà coupable? Non. Ça. De bout en bout, si vous voulez, la justice française, la justice pénale française, est une justice inquisitoriale avec un juge d'instruction qui cultive le secret et qui cultive la toute-puissance. Et vous êtes complètement démunis face à ça. Alors, Jean-Marie Chauvac, votre nom a été sali publiquement. Que reste-t-il aujourd'hui de votre réputation, de votre avenir professionnel? Difficile de répondre à cette question. Enfin, c'est, ou du moins, c'est, je pense, la réponse que j'ai du mal à accepter moi-même. Mais après 4 ans... Je pose cette question si demain vous êtes innocenté à l'issue du jugement. Aujourd'hui, je reviendrai un peu, si vous permettez, tout à l'heure sur la chronologie et la manière de faire de certains pour que j'en sois toujours à ce niveau-là aujourd'hui. Néanmoins, je ne me fais plus d'illusions. Maître Divisio l'a dit, je suis mort socialement, je suis mort financièrement, humainement un peu aussi. Je ne me vois pas aujourd'hui repartir travailler avec des associés à l'égard duquel je n'ai plus aucune estime ni respect. Je ne me vois pas retourner dans une profession, alors pour le coup, un métier que j'aime. Mon père a été notaire 30 ans avant moi. J'adore mon métier, je l'ai toujours fait avec beaucoup d'envie, de diligence, de disponibilité pour mes clients. Je vois le résultat. Voilà, je crois que en vérité, j'ai plus envie d'y retourner. Mais alors, j'ai fait mienne depuis, je ressasse, en 4 ans et demi, on vous interdit de travailler. J'ai même pas le droit d'avoir une activité de type commercial parce qu'on vous rappelle que vous êtes toujours notaire et que votre statut ne vous permet pas de faire autre chose. Et puis j'ai fait de mienne depuis une devise. La devise d'un régiment de l'armée française, c'est si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je ne me bats plus que pour cela. C'est effectivement, mon nom a été sali, ma notoriété. Et voilà, la justice a pris part à cette mise à mort. Mais elle n'est pas seule. J'ai évoqué mes associés tout à l'heure. Parce qu'ils ne sont pas très rigoureux, et je suis tombé sur des mails qu'ils avaient imprimés quand j'ai pu revenir à l'étude, et je vais en parler, où j'ai vu la manière dont les choses se sont mises en place avec la présidente de chambre de l'époque. Et parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, Maître Divisio disait la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes, parce que là on est au pénal, c'est un 27 novembre 2020, m'autorise à nouveau à exercer. Les jours qu'on suivi, mes associés écrivent à la présidente de chambre, qui est aujourd'hui Capet du Gallon, qui est aujourd'hui présidente de la chambre interdépartementale. Mes associés lui écrivent il faut tout mettre en œuvre pour éliminer Chauvac. Et elle leur répond je vais m'en occuper avec le procureur. Bon. Et pour contourner en fait la décision de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes, le pénal, ce procureur va aller au civil.
et au civil e-massing, référé d'erreur tellement je suis dangereux pour la société. Et au terme d'un jugement par le tribunal judiciaire, je suis condamné à 1 mois de suspension. Le mois passe, et alors même que je m'apprêtais à reprendre mon activité au terme de ce mois de suspension, toujours ce même procureur de l'époque écrit à l'avocat de l'époque, dont j'ai changé aujourd'hui, pour l'informer qu'il était informé par la Chambre des notaires de mon intention de reprendre mon activité professionnelle, qu'il estimait quant à lui que l'interruption, enfin, que n'était pas, enfin, comment dire, que je n'étais pas autorisé à reprendre mon activité, et que si je maintenais ce tour de force malvenu, je le cite, il engagerait des poursuites pénales contre moi. Et sur le conseil de mon avocat, nous avons fait appel de cette décision, et c'est là, au terme de la décision de la Cour d'appel, de l'arrêt de la Cour d'appel, que ma suspension est illimitée. Alors qu'il y a un élément intéressant, Fabrice. qui est intéressant quand la justice délire, parce que la Cour d'appel n'avait pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que la Cour d'appel n'avait pas le droit d'aggraver la situation. Parce qu'elle n'a pas simplement confirmé, elle a aggravé. Oui, elle a aggravé, puisqu'on était parti d'1 mois de suspension, pour une raison que je ne comprends pas, mais peu importe, alors que le mois a été passé, appel a été fait par l'ancien avocat de M. Chauvat, qui est très bien, c'est un droit, il l'a exercé. La Cour n'aurait pu normalement, au pire, que dire « Ok, ben non, moi je considère que 1 mois, c'est bien ». Sauf que là, elle est partie sur une suspension sans limite de temps. Je te suspends sans limite de temps. Parce que le procureur le demande. Sauf que procéduralement, elle n'a pas le droit de faire ça. Mais le pire, c'est que la Cour de cassation a validé ça. Rejeté. Écoutez, moi je m'en mêle pas, débrouillez-vous. Là-dessus, je crois que vous n'imaginez pas à quel point c'est comme si demain matin, pour vous situer un exemple, demain matin, vous êtes condamné à payer 50 000 € à quelqu'un, vous faites appel, en disant non, 50 000 €, c'est trop. Votre adversaire ne fait pas appel, donc la Cour n'est saisie que de votre appel à vous. Et à la fin, vous êtes condamné à 1 million. Mais sauf qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Sauf que là, dans cette affaire, elle a utilisé ce droit. C'est-à-dire qu'elle est allée... C'est typiquement l'excès de pouvoir, en fait. Et c'est lorsque la justice... On va se mettre d'accord. Quand la justice veut se faire quelqu'un, elle met tout en œuvre pour y arriver. On entend souvent, Fabrice Divisio, que la justice est trop lente dans le cas de Jean-Marie Chauvat, qu'elle semble avoir été extrêmement rapide pour punir, pour le coup. Ah, mais on va vous dire qu'on ne punit pas. C'est toute la subtilité. Ah bah non, on ne punit pas. Ça n'est pas une sanction, c'est une mesure conservatoire. C'est une mesure de protection du public. Quoi qu'il en soit, toutes ces décisions ont été prises très rapidement. Mais alors, non seulement très rapidement, mais il y a pire. C'est qu'il y a une double situation dans cette affaire. C'est que Jean-Marie Chauvat est donc, certes, poursuivi pénalement, l'instruction se termine, une partie des charges tombe, il ne reste pas grand-chose, mais peu importe, très bien. Et on attend. Maintenant, on attend, par contre. Alors, on attend quoi ? Eh bien, on attend une date d'audience. On dit, ça y est, OK, vous en avez éliminé 3 sur 4. Pour le 4e, là, qui reste, OK, vas-y, bien, on va fighter, j'ai envie de dire, on va en découdre. Je le veux, mon procès, moi. Parce que moi, je suis suspendu en attendant. Je le veux, mon procès. Ah non, attendez, monsieur, on n'est pas pressé. Là, la justice vous dit, non, mais attendez, monsieur, on n'est pas pressé. Et donc, ça fait 2 ans, maintenant que l'instruction est finie, à peu près, et que Jean-Marie Chauvat attend son procès pénal. C'est-à-dire que, et en attendant, il est suspendu. Mais en attendant, le procureur, lui, a dit, non, mais attendez, monsieur, bon, écoutez, maintenant, on va mettre fin à la récréation. Écoutez, il faut clarifier les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une procédure disciplinaire pour vous destituer une bonne fois pour toutes. Ça veut dire, on a l'impression, finalement, qu'un simple soupçon, aujourd'hui, peut ruiner une carrière, peut ruiner une vie, finalement, Jean-Marie Chauvat. La preuve, je pense néanmoins que ça dépend de qui. Enfin, ça dépend c'est-à-dire de qui supporte ce soupçon. Voilà. Moi, j'ai toujours fait mon métier du mieux que je pouvais, avec, je l'ai dit, beaucoup d'attention pour le client, de disponibilité, de réactivité, etc. Et puis, mais je l'ai fait sur l'exemple de mon père aussi, qui a eu une belle carrière dans une étude qui a pris de l'ampleur, dans un petit chef de canton. Et pour certains notaires, ou peut-être étonnamment importante, compte tenu de ce petit patelin, chef-lieu de canton du département. Et je pense que ce n'est pas propre qu'au notariat. Hein. Partout, à un moment donné, vous suscitez la jalousie. On s'étonne qu'à Ploie, pour ne pas citer, l'étude puisse être aussi prospère. Et puis, effectivement,
je pense que pour certains, d'un confrère, vous devenez un concurrent. Et je n'ai jamais, ni on ne m'a jamais proposé, jamais été membre des instances, de la Chambre des notaires, pas plus que mon père en 30 années d'exercice. J'ai l'impression que je le paye aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le petit entre-soi. Je l'évoquais tout à l'heure, la présidente de l'époque, qui dit à mes associés, bougez pas, on va s'occuper de son cas. Je pense que ça répondait aux vœux de certains, parce qu'il se passe quoi depuis 4 ans et demi que des gens avec lesquels je travaillais, qui avaient envie de travailler avec moi, et pas forcément aujourd'hui avec mes jeunes associés, puisque je venais de les installer dans la structure professionnelle. Aujourd'hui, les clients sont repartis à droite à gauche. Et puis finalement, tout le monde est globalement satisfait de la situation. Chovac n'est plus un danger. Professionnellement, d'autant que, je rappelle, j'ai presque oublié, mais dans la chronologie, tout ça arrive quelques mois après l'ouverture d'une nouvelle étude. De l'autre côté de la baie de Saint-Brieuc, M. Macron, à l'époque, a réformé la profession des notaires en autorisant, à juste titre, la création de nouveaux titulaires et puis la possibilité de déplacer des études. Donc je me suis organisé avec un confrère que j'ai sollicité de manière à ouvrir une nouvelle étude à un endroit qui me semblait stratégique. Bon. Et 6 mois après, il me tombe tout ça sur le dos. Et j'ai tendance à penser que le hasard n'a pas sa place. Alors, Fabrice Divilliot, ce n'est pas seulement l'affaire de Jean-Marie Chovac, ce n'est pas seulement l'affaire d'un notaire, c'est un précédent dangereux. C'est pas un précédent. C'est finalement le quotidien. C'est mon quotidien. Le quotidien de mon cabinet, c'est ça. C'est des gens dont la réputation est volée, dont la vie s'arrête un matin. C'est-à-dire que cette affaire ne vous surprend pas, finalement? Non, parce que je pense qu'il y a aussi une part de vérité dans ce que dit Jean-Marie Chovac sur le fait que quand vous avez une tête qui dépasse, il a une étude qui est prospère, il a une étude qui fonctionne, il a une notoriété, parce que si une chaîne se juge à ses téléspectateurs, vous voyez de quoi je parle, une étude notariale, une étude professionnelle, ça se juge par ses clients et pas par ses confrères. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans un dossier comme ça? Les clients sont contents, vous n'avez pas de problème particulier, au contraire, l'estime de vos clients. Et puis, tout à coup, sans crier gare, vous vous retrouvez un matin en garde à vue et votre vie bascule en l'espace de 5 minutes, parce qu'on peut s'interroger sur un autre point. Il a fait ce qu'on lui reproche d'avoir fait, ou ce qu'on soupçonne d'avoir fait, peu importe, je veux dire. Je sais pas, il y a un notaire installé dans une ville, il a une étude, pas facile de déménager quand on est notaire, hein. On le convoque, on l'auditionne, on dit « Ok, monsieur, vous serez reconvoqué », puis voilà. Non, là, on va le chercher à 6h du matin, avec 15 flics, et on vient le mettre en garde à vue. Pardon, mais pourquoi? Et tout le monde trouve ça normal. Plus personne ne s'offusque de ça. Et pendant ce temps-là, vous avez caïds des cités qui pourrissent la vie de tout le monde. Eux, on ne va pas les chercher à 6h du matin. Eux, poliment et gentiment, on leur demande s'ils veulent bien venir au commissariat. Parce que si vous allez les chercher à 6h du matin, et que ça se sait quand tout le monde se réveille à 9h, c'est pas une émeute que vous avez, c'est une révolution. Et donc, on a une justice qui est forte avec les faibles, et surtout pour faire oublier qu'elle est faible avec les forts. Parce que je continue de me demander quel était le risque à convoquer Jean-Marie Chovac à 15h, 17h, l'après-midi, ou même qu'on débarque à 15h à son étude pour l'interroger. Non, il a fallu qu'on fasse une démonstration de force, emmener menotté au parquet. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous voyez bien qu'il y a une volonté de salir, il y a une volonté d'humilier, il y a une volonté de comment je vais dire, de vous fragiliser, parce qu'ensuite, ce ne sera pas le cas ici, parce qu'il a eu la présence d'esprit de répondre calmement et tranquillement aux questions qui lui étaient posées. Mais vous imaginez, quand vous êtes un tout petit peu fragile, on vous embarque à 6h du matin, on vous interroge tout de suite à 7h, on vous fait vous déshabiller, on vous met dans une cellule pleine de pisse. Mais pourquoi? Dans quel but, sinon qu'à un moment donné, vous disiez un truc que vous avez traîné pendant 3 ou 4 ans dans la procédure, et quand vous aurez fini la procédure, on vous reprochera le premier jour, à la première heure où vous l'avez dit. C'est pour ça que le conseil qu'on donne, nous, à nos clients, c'est ne l'ouvrez pas la bouche tant que l'avocat n'est pas là. N'ouvrez jamais la bouche tant que l'avocat n'est pas là. Et aux avocats, il faut dire,
Vérifiez les conditions dans lesquelles vos clients sont détenus. Vérifiez, ne vous habituez pas, aux jeunes avocats en particulier, ne vous habituez pas à ces démonstrations de force. Elles doivent être proportionnées et elles doivent correspondre à des raisons. Et ici, pardonnez-moi de vous dire qu'il n'y a aucune raison. Il n'y avait aucune raison de faire ça comme ça. Sinon, de faire une démonstration de force de bout en bout. De bout en bout. La preuve qu'il n'y avait pas d'urgence. On est 3 ans après la fin de l'instruction et il n'y a pas d'audiencement. C'est lui qui réclame une audience. Et alors, le pire de l'histoire, c'est qu'en attendant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'audience pénale ? Parce que comme ça, le procureur de la République peut le citer disciplinairement et le faire radier. Et quand on va à l'audience disciplinaire, on dit « Attendez, monsieur, il y a l'affaire pénale. Si je suis relaxé pénalement, vous comprenez bien que du coup, disciplinairement, c'est fini. » Bah oui, mais non. Du coup, le but, c'est quoi ? C'est d'aller très vite maintenant sur le plan disciplinaire pour que précisément, il soit radié avant l'audience pénale. Et donc, vous voyez, la justice, en fait, elle sait aller vite quand on en a besoin, elle sait ralentir quand on en a besoin, et au milieu, vous avez un con qui s'appelle le justiciable. Et ça se fait au détriment du justiciable. Mais c'est quoi la finalité de tout ça ? La finalité, c'est de faire une démonstration de force. La finalité... Vous savez, je vais vous dire un truc. La justice, c'est Sacha Guitry qui disait « La justice, j'ai jamais déjeuné avec ». C'est un peu ça, finalement. La justice, ça n'existe pas. C'est les hommes qui la composent. Et puis Montesquieu, on sait que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et que donc, ce qui importe, c'est les contre-pouvoirs. Et je ne vais pas, ici, défendre Nicolas Sarkozy. Je ne le connais pas et quelque part, j'en sais rien. Mais il est exact de dire que quand vous voyez, par exemple, le déchaînement sur Nicolas Sarkozy par rapport à la grande clémence par rapport à Emmanuel Macron, bah vous pouvez commencer à vous dire que est-ce que c'est vraiment la même justice ? Et des notaires, pour le coup, qui fraudent, qui sont condamnés, hein, je peux vous en citer 25, hein, et pour le coup, personne ne subit ce traitement-là. On peut s'interroger pourquoi. Un dernier mot, Jean-Marie Chauvac ? Non, dans la continuité du moins la question que vous posiez à Maître Divisio, le pourquoi, là encore, je pense qu'il y a une volonté de mise à mort. L'exemple peut-être, ils ont réussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai répondu, je ne me projette plus dans le notariat. Cette mort, donc j'ai pas sombré, mais la petite prison, je la vis depuis 4 ans et demi. Voilà, je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui, à peine dissimulée, de certaines personnes localement puissantes, tout est relatif, dans le notariat qui se dit on va éliminer Chauvac. C'est l'objectif qui, je vous dis, à peine dissimulé depuis maintenant 4 ans et demi. Ils y seront arrivés aujourd'hui. Voilà. Il me reste mon honneur, il reste mon nom. Bon. Et que je veux arrêter de voir salir. Et puis il reste mon combat aujourd'hui se situe là. Et puis je crois qu'il reste aussi un procès à venir et qui, je vous le garantis, est loin d'être perdu. Et je crois que le parquet le sait, que ce procès est loin d'être perdu. Et que c'est pour ça qu'ils essayent d'un côté de ralentir ce qui peut être gagné pour aller ensuite sur le terrain disciplinaire, qui est quand même un entre-soi absolument inacceptable. Je vous donne juste un dernier élément, quand même, le procès disciplinaire. Moi, j'ai dit, écoutez, messieurs, il est suspendu, donc il n'y a pas d'urgence. Attendez le procès pénal. Et puis, s'il est relaxé au pénal, ou s'il est condamné au pénal, vous aurez un argument de poids pour le radier. Mais là, quelle est l'urgence ? L'ordre public est plus en danger. Il est suspendu ad vitam, là, pour l'instant. Donc, pourquoi le radier avant le procès ? Ah, ça, c'est la grande question. Parce qu'en fait, ils entendent se servir du disciplinaire qui est un entre-soi bien convenable, qui est une parodie de justice. Le disciplinaire, c'est de la parodie de justice. Toutes les règles de garantie que vous avez au pénal n'existent plus dans le disciplinaire. Vous n'avez pas le droit de faire citer des témoins, vous n'avez le droit de rien. Et donc, on utilise le dossier pénal dans le dossier disciplinaire pour dire, vous voyez comme c'est un salaud. Mais vous ne pouvez pas vous défendre devant le disciplinaire comme vous vous défendriez devant le juge pénal. Et donc, le but, c'est de le faire destituer tout de suite, pour ensuite arriver devant le tribunal correctionnel en disant « Vous avez vu, même ses pairs l'ont radié. » C'est dire à quel point c'est un salaud. Et vous voyez un procureur qui joue d'un côté, parce que le privilège dans cette affaire, c'est que le procureur, d'un côté, a la maîtrise de la poursuite pénale et de la poursuite disciplinaire. Le parquet général, en tout cas. Et donc, c'est quand même assez affolant de faire ça. Et enfin, dernier élément, vous vous rendez compte que devant le juge disciplinaire, il s'est passé un truc, pour bien qu'on comprenne, pas de problème, cette affaire est... Moi, j'étais prêt à plaider l'affaire, et on reçoit un mémoire la veille au soir, à 18h,
avec un rapport qui accuse M. Chauvac qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais entendu parler de 80 pages. Évidemment qu'on demande le renvoi. Je n'ai pas eu le temps d'examiner la pièce. Renvoi refusé. Et c'est là où on a quitté la salle, disons, ça se plaidera sans nous. Moi, je me plie pas à cette parodie de justice. Mais c'est pour vous dire à un moment combien il a dit on peut effectivement attenter à la vie d'un homme. Et il parlait de l'honneur qui lui reste, mais c'est celui-là qu'on a cherché à attenter. Quand on le prive de sa profession, quand on vient le jeter en pâture à la presse comme ça a été fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Sinon à attenter à son honneur et sa réputation. Merci Jean-Marie Chauvac. Merci Mickaël. D'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à Maître Fabrice Divisio et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.